Un marché froid conclut dans le bureau poussiéreux d'un notaire. Voilà en quoi consistait toute leur cour. Sébastien, le duc de Whitmore, avait besoin d'une gouvernante respectable, déguisée en épouse. Nora Caldwell avait besoin d'un toit pour sa sœur. Il n'y a pas eu de regard volé, ni de promesses chuchotées dans des jardins au clair de lune. Juste de l'encre, du parchemin et un accord mutuel. L'amour était une fiction pour les imbéciles. Il pensait avoir acheté une commodité discrète et sans histoire. Il avait terriblement tort. La pluie de Londres ne tombait pas. Elle capitulait. Elle glissait sur les vitres sales du bureau de M. Penhaligon en lente traînée grise. Nora Caldwell était assise, raide, dans un fauteuil en cuir à haut dossier. Il sentait le vieux tabac et le privilège masculin. Elle gardait les mains jointes sur ses genoux. Le pouce gauche de son gant avait un petit trou. Il était méticuleusement reprisé, mais toujours visible si l'on y regardait de près. Elle priait pour que le duc de Whitmore ne regarde pas de trop près. En face d'elle était assis un homme qui semblait taillé dans le même acajou que le bureau du notaire. C'était Sébastien, le duc de Whitmore. C'était un homme fait d'angles vifs et de couleurs sourdes, cheveux sombres, yeux gris ardoise. Sa mâchoire suggérait une profonde intolérance chronique à l'incompétence. Il ne s'agitait pas, il ne clignait pas des yeux excessivement. Il l'étudiait simplement avec la précision détachée d'un homme achetant un cheval de prix modéré. « Passons-nous des fictions polies, mademoiselle Caldwell », dit Sébastien. Sa voix était celle d'un baryton grave, un peu rauque et totalement dépourvu de chaleur. « Vous avez 24 ans, vous n'êtes pas marié. Votre défunt père, l'estimé baron, ne vous a laissé qu'un océan de dettes. Et une sœur de 14 ans qui a besoin de l'air marin coûteux pour ses poumons. » La colonne vertébrale de Nora se raidit. Elle ne détourna pas le regard. « Vos informations sont exactes, votre grâce. Je n'ai pas besoin d'une épouse au sens traditionnel du terme, » continua Sébastien en se penchant légèrement en arrière. « J'ai besoin d'une gardienne. Mon défunt frère a laissé 2 enfants. Thomas a 10 ans. Alice en a 7. Ils sont indisciplinés. J'ai eu 4 gouvernantes en 6 mois. La dernière est partie en larmes avant même que ses malles ne soient entièrement déballés. Je n'ai ni le temps, ni la patience, ni l'envie d'élever des enfants. J'ai un duché à gérer. Un duché que mon frère a presque ruiné avant de se briser le cou lors d'une partie de chasse. » Il fit une pause, laissant la dure vérité de sa dynamique familiale flotter dans l'air humide. « Vous, mademoiselle Caldwell, êtes notoirement pragmatique. Je vous propose une transaction. Vous prendrez mon nom. Vous vous installerez à Hawthorne Hall. Vous gérerez le personnel. Mais plus important encore, vous gérerez mon neveu et ma nièce. Gardez-les hors de mon chemin. Assurez-vous qu'ils soient éduqués et qu'ils ne mettent pas le feu à l'aile ouest. En échange, les dettes de votre père seront réglées avant la tombée de la nuit. Votre sœur aura les meilleurs médecins d'Angleterre et profitera du grand air de la campagne. Vous ne manquerez plus jamais de charbon, de nourriture ou de considération. Monsieur Penhaligon, le notaire, s'éclaircit nerveusement la gorge en remuant l'épais parchemin sur son bureau. C'est un contrat en béton, mademoiselle Caldwell. Généreux, vu les circonstances. Nora regarda le parchemin. Généreux? C'était un drôle de mot pour l'abandon total de son autonomie. Mais quelle autonomie la pauvreté pouvait-elle offrir? Elle avait passé les 3 dernières années à calculer le coût précis d'un pain. Elle restait éveillée la nuit, écoutant la toux rauque de sa sœur Lily. Elle se demandait quel créancier enverrait finalement les huissiers pour les jeter à la rue. Elle regarda de nouveau Sébastien. Il n'y avait pas de cruauté dans ses yeux, mais il y avait un vide terrifiant. C'était un coffre-fort. Un homme qui avait enfermé toute son humanité pour s'occuper de registres et d'héritiers indisciplinés. « Vous comprenez, votre grâce, » dit Nora, la voix stable malgré le marteau qui battait dans sa poitrine. « Ce sera un mariage de nom seulement. J'y insiste. » Sébastien répondit sèchement. « Je n'ai aucun intérêt à avoir un héritier. Thomas héritera du titre. Mon devoir est simplement de m'assurer que le domaine soit solvable quand il sera majeur, et de l'empêcher de devenir un imbécile. Je vous offre le salut financier, mademoiselle Caldwell. Je ne vous offre pas d'affection. N'en attendez pas. Je vous assure que j'ai cessé de croire aux contes de fées bien avant la mort de mon père, » dit Nora. Elle attrapa la plume posée dans l'encrier. Elle n'hésita pas. Elle pressa la pointe sur le papier épais et signa son nom. Nora Caldwell était morte.
Elle était maintenant la duchesse de Whitmore. Sebastian se leva, boutonnant son manteau impeccablement taillé. Il ne sourit pas. Il ne lui tendit pas la main. « Ma voiture viendra vous chercher, vous et votre sœur, demain à l'aube. Préparez vos affaires. » Il se tourna et sortit du bureau, emportant avec lui tout l'oxygène de la pièce. Nora regarda la porte se fermer. Elle baissa les yeux sur la signature qui venait d'acheter la vie de sa sœur au prix de son propre avenir. Elle prit une lente et profonde inspiration. La froideur du marché ne l'effrayait pas. Elle savait comment survivre au froid. Hawthorne Hall était moins une maison qu'un monument à l'intimidation aristocratique. Dressé sur les collines désolées du Yorkshire, le manoir de pierre se dressait comme une forteresse. Des tourelles grattaient le ciel gris. Une centaine de fenêtres sombres fixaient la voiture qui approchait, comme des yeux vides. À l'intérieur de la voiture, Lily était blottie sous une épaisse couverture de laine. Ses joues étaient pâles, mais ses yeux étaient grands ouverts, mêlant admiration et terreur. « C'est très grand, Nora, » murmura Lily en serrant la main de sa sœur. « Ce n'est qu'une maison, Lily, » mentit doucement Nora. « Des pierres et du mortier, il n'y a rien à craindre. » Sébastien chevauchait devant sur un énorme hongre noir. Il avait jugé la voiture trop lente, et Nora le soupçonnait, trop intime. Il leur avait à peine adressé 3 phrases pendant le pénible voyage de 2 jours depuis Londres. Quand la voiture s'arrêta enfin sur l'allée de gravier, les portes massives en chêne du manoir s'ouvrirent. Une phalange de domestiques se tenait au garde-à-vous. Ils avaient l'air aussi sinistres que les gargouilles perchées sur le toit. À leur tête se tenait Madame Gable, une gouvernante dont la posture était si rigide qu'elle défiait l'anatomie. Nora descendit, resserrant sa cape contre le vent mordant. Elle se tourna pour aider Lily à descendre. Sébastien tendait déjà ses rênes à un palefrenier, passant devant sa nouvelle épouse sans un regard. « Madame Gable, » dit Sébastien, sa voix portant facilement par-dessus le vent. « Voici la nouvelle duchesse. Elle est responsable des comptes de la maison et des enfants. Adressez-lui toutes vos demandes. » Avec cette introduction d'une brièveté stupéfiante, le duc de Whitmore disparut dans l'intérieur sombre de sa propre maison. Il laissa Nora sur les marches avec une adolescente malade et un public de domestiques qui la jugeaient en silence. Nora redressa les épaules. Elle avait repoussé des bouchers agressifs et des créanciers menaçants. Elle n'allait pas se laisser intimider par une gouvernante au col empesé. « Bonjour, Madame Gable, » dit Nora, sa voix claire et calme. « Veuillez faire porter les bagages de ma sœur dans une chambre orientée au sud. Elle a besoin de soleil et d'un feu immédiatement. Et ensuite, je voudrais rencontrer les enfants. » Madame Gable cligna des yeux, clairement décontenancée par cet ordre soudain. « Les enfants, votre grâce, ils sont actuellement dans la nursery, ou peut-être dans l'ancienne armurerie. C'est difficile à dire. Trouvez-les, dit Nora. 30 minutes plus tard, Nora se tenait au centre d'une nursery caverneuse et peu meublée. Le papier peint se décollait dans les coins. Le feu dans l'âtre n'était qu'un tas pathétique de bois humide qui fumait. Debout sur une lourde table en chêne, se tenait Thomas, l'héritier du duché âgé de 10 ans. Il tenait une épée d'entraînement en bois, le visage barbouillé de suie et de défi. Blottie sous la table, se trouvait Alice, 7 ans, ses cheveux blonds un nid de rat emmêlé. Elle serrait une poupée de chiffon déchirée contre sa poitrine. Ils ressemblaient moins à des héritiers aristocratiques qu'à des animaux sauvages acculés par un prédateur. « Êtes-vous une autre gouvernante ?» demanda Thomas en agitant l'épée de bois. « Vous pouvez partir. Nous ne voulons pas de vous. On a fait pleurer la dernière jusqu'à ce qu'elle vomisse. » Nora ne sursauta pas. Elle ne gronda pas. Elle retira lentement ses gants et les posa sur une chaise. « Je ne suis pas une gouvernante, » dit Nora d'un ton égal. « Je suis votre tante, par mariage. » « Oncle Sébastien nous déteste, » murmura Alice de sous la table, la voix tremblante. « Votre oncle Sébastien est un homme qui préfère les registres aux gens, » corrigea doucement Nora. Elle tira une chaise et s'assit, se mettant au niveau des yeux du garçon sur la table. « C'est un de ses défauts, pas un reflet de ce que vous êtes. » Thomas baissa un peu son épée, confus par l'absence d'indignation. « Allez-vous nous battre ?» Nora rit. C'était un son court et sec. « J'ai bien mieux à faire de mon temps que de vous courir après avec une canne, Thomas. Je suis ici pour gérer cette maison. Vous y vivez. Par conséquent, nous allons établir une trêve. Je ne vous enfermerai pas dans cette pièce lugubre, et vous n'essaierez pas de m'en chasser. D'accord ?» Thomas la dévisagea.
la méfiance émanant de son petit corps tendu. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?»« Parce que, dit Nora, sa voix s'adoucissant à peine, je sais exactement ce que ça fait d'être piégé dans une maison froide où personne ne vous demande comment vous allez. Je ne vous ferai pas ça. » Elle se leva, se dirigea vers la cheminée et saisit le lourd tisonnier en fer. De quelques coups secs et brutaux, elle réarrangea les bûches. Elle créa une poche d'air qui permit aux flammes de prendre soudainement et de rugir. La chaleur inonda instantanément la pièce glaciale. Elle se retourna vers les enfants. « Demain, nous allons brûler cet horrible papier peint. Mais pour ce soir, le dîner sera servi dans la grande salle à manger. Lavez-vous le visage. Je vous attends dans 1 heure. » Elle sortit, laissant la porte ouverte derrière elle. Au fond de l'aile ouest, Sébastien était assis dans son bureau, entouré de montagnes de papier de dette. Il s'arrêta, sa plume planant au-dessus d'un registre. Pour la première fois depuis des mois, il entendit le faible son de la voix d'un enfant dans le couloir. Ce n'était pas un cri. C'était une question. Il fronça les sourcils, replongeant sa plume dans l'encre. Ce n'était rien. La nouvelle duchesse apprendrait bien assez tôt que l'ordre ne pouvait être maintenu que par le silence. 1 mois passa, et le silence de Hawthorne Hall commença à se fissurer. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était un lent et insidieux retour de la vie dans un cimetière. D'abord, il y a eu l'odeur. Au lieu de la pierre humide et de la cire de citron, les couloirs commencèrent à sentir le pain chaud et la lavande séchée. Puis, ce fut la lumière. De lourds rideaux de velours, tirés depuis une décennie, furent soudainement ouverts. Ils révélaient des tapis décolorés par le soleil et des grains de poussière dansant. Sébastien détestait ça. Du moins, il se disait qu'il détestait ça. Il restait retranché dans son bureau, un exil auto-imposé. Il travaillait 16 heures par jour pour sauver le domaine du bord de la ruine. Chaque fois qu'il s'aventurait dehors, il se heurtait aux preuves de la révolution silencieuse de sa femme. Une paire de bottes d'enfant boueuses, laissées effrontément près de la porte d'entrée. Un exemplaire des voyages de Gulliver abandonné sur une table du hall. Et puis il y avait Nora elle-même. Ils dînaient ensemble chaque soir aux extrémités opposées d'une table en acajou assez grande pour 30 personnes. La conversation était purement transactionnelle. Elle rendait compte des comptes de la maison. Il grognait son approbation. Elle ne se plaignait pas. Elle ne lui demandait pas de voiture pour Londres. Elle existait simplement, compétente et imperturbable, une forteresse impénétrable de pragmatisme. Mais parfois, Sébastien la surprenait à le regarder quand elle pensait qu'il était distrait. Ce n'était pas le regard craintif que lui lançaient les domestiques. C'était un regard analytique. Elle essayait de le comprendre. Cela le mettait profondément mal à l'aise. Le véritable point de rupture arriva fin octobre, porté par une violente bourrasque d'automne. Cela commença après le dîner. Le vent se mit à hurler autour des tourelles, faisant trembler les cadres des fenêtres comme un fou qui essaierait d'entrer. Puis vinrent les éclairs, des déchirures de blanc brillant, suivies instantanément par un coup de tonnerre qui secoua les fondations de la maison. Dans son bureau, Sébastien se figea. La plume se brisa dans sa main, projetant de l'encre noire sur un registre impeccable. Une tempête en mer. Le souvenir le frappa avec la force d'un coup physique. Le goût de l'eau salée, les cris paniqués des marins. Son frère aîné riant en grimpant au gréement, juste avant que le grand mât ne craque comme une brindille. Sébastien ferma les yeux, sa respiration courte et rapide. Il appuya ses mains sur le bureau, attendant que la panique se calme, attendant que les fantômes se retirent. Mais le silence du bureau était comme un étau. Il ne pouvait pas rester dans cette pièce. Il avait besoin de distraction. Il avait besoin d'un point d'ancrage. Il se leva, avec l'intention de trouver un verre d'alcool fort dans le salon. Alors qu'il marchait dans le couloir sombre, un autre coup de tonnerre explosa au-dessus de sa tête. Il s'attendait à entendre les enfants hurler. Il se souvenait comment ils gémissaient pendant les orages, terrorisant le personnel. Au lieu de cela, il entendit des rires. Sébastien s'arrêta devant les portes de la bibliothèque. Elles étaient légèrement entr'ouvertes. Une lumière chaude et dorée se déversait sur le tapis du couloir. Il s'approcha en silence et poussa la porte d'1 centimètre. Les meubles massifs de la bibliothèque avaient été réarrangés. 3 lourds fauteuils étaient disposés en cercle. Un énorme édredon était drapé dessus, créant une tente de fortune sur le tapis turc. À l'intérieur de la tente,
Éclairés par la douce lueur d'une seule lanterne, se trouvaient Thomas, Alice et Lily. Nora, la duchesse de Whitmore, était assise en tailleur sur le sol. Ses cheveux normalement impeccables glissaient de leurs épingles. Elle tenait un jeu de cartes à la main. Le tonnerre gronda de nouveau. Alice tressaillit, fermant les yeux très fort. « Ah !» dit Nora à voix haute en abattant une carte sur le tapis. C'était un gros. Le ciel doit être remarquablement en colère contre l'océan ce soir. Ou peut-être que ce sont juste les géants qui déplacent leurs meubles. À toi, Thomas. Et si tu essayes de tricher, comme au tour précédent, je serai obligé de te chatouiller jusqu'à ce que tu te rendes. Thomas sourit. Un vrai sourire avec une dent en moins qui transforma complètement son visage solennel. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai triché. J'ai des yeux derrière la tête, mon garçon. Joue ta carte. Sébastien se tenait figé dans l'embrasure de la porte. Il regardait un paysage étranger. Ce n'était pas sa maison. Ce n'étaient pas les gamins sauvages et traumatisés qu'il avait abandonnés à une série de gouvernantes en pleurs. Et cette femme pragmatique et froide, qu'il avait achetée avec un registre apuré, agissait comme un bouclier humain entre trois enfants et la terreur de l'orage. Il ne réalisa qu'il serrait le cadre de la porte que lorsque ses jointures lui firent mal. Nora leva les yeux. À travers l'ouverture de la tente, ses yeux rencontrèrent les siens. Les rires s'éteignirent dans la pièce. Les enfants suivirent son regard, et leurs petits corps se raidirent instantanément. La magie de la tente s'évapora, remplacée par la sinistre réalité de la présence du duc. Thomas, sur la défensive, attira Alice plus près de lui. Sébastien sentit une douleur aiguë et involontaire dans sa poitrine à leur réaction. Il était un monstre pour eux. Il ouvrit la bouche pour s'excuser, pour leur ordonner d'aller au lit, pour dire quelque chose afin de rétablir les froides limites sur lesquelles il comptait. Nora ne lui en laissa pas l'occasion. Elle ne se leva pas précipitamment. Elle ne s'excusa pas pour le désordre. Elle soutint simplement son regard, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, délibérément, elle déplaça son poids, se décalant juste assez pour laisser un espace vide sur le tapis à côté d'elle. Elle ne lui demanda pas de se joindre à eux. Elle ne dit pas un mot. Elle lui offrit simplement une place dans la lumière. Sébastien fixa la parcelle de tapis vide. Le tonnerre gronda de nouveau dehors, mais le son était étouffé, lointain. La seule chose qui rugissait était le sang dans ses oreilles. La vulnérabilité de ce moment le terrifiait plus que l'orage ne l'aurait jamais pu. Entrer dans cette tente, c'était admettre qu'il était seul, admettre qu'il avait besoin d'eux. Il ne pouvait pas le faire. Il fit à Nora un signe de tête raide et formel, reculant dans l'ombre du couloir et refermant la porte de la bibliothèque. Il retourna à son bureau. Il se versa du scotch. Il s'assit derrière son bureau. Mais alors qu'il fixait le registre taché d'encre, le silence de la pièce ne ressemblait plus à de la sécurité. Il ressemblait à une cage qu'il s'était construite lui-même. Et pour la première fois de sa vie, Sébastien se demanda s'il avait la force d'en sortir. Le matin après l'orage, l'air de Hawthorne Hall semblait fragile, comme si un cri soudain pouvait briser les fenêtres. Sébastien descendit le grand escalier à précisément 7 heures, ses bottes frappant les marches en chaîne avec un rythme mesuré et prévisible. Il s'attendait à trouver la salle du petit-déjeuner vide. Il la préférait vide. Cela lui permettait de lire le courrier du matin sans le fardeau de la conversation. Au lieu de cela, il trouva sa femme. Nora se tenait près du buffet, se versant une tasse de thé noir. Elle ne ressemblait pas à une duchesse. Elle portait une robe de laine sombre et épaisse, totalement dépourvue de dentelle ou de ruban. L'ourlet était couvert de boue fraîche et humide. Une tache de suie marquait la ligne nette de sa pommette gauche. Elle avait l'air épuisée, ses épaules n'ayant pas leur posture rigide habituelle. Sébastien s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il remarqua la boue, il remarqua la suie. Il ressentit une irritation soudaine et inexplicable qu'elle ne se repose pas dans ses appartements après être resté éveillé la moitié de la nuit avec les enfants. « Vous êtes sorti, » dit Sébastien. Ce n'était pas une question. Nora ne tressaillit pas. Elle posa la théière et se tourna pour lui faire face, son expression composée. « Bonjour à vous aussi, votre grâce. »« Oui, j'étais à la ferme du domaine. Le vent a arraché une partie du toit en ardoise de la grange de M. Miller. Son fourrage d'hiver était exposé. » Sébastien se dirigea vers sa chaise au bout de la table. Il ne s'assit pas.
C'est une affaire pour l'intendant, Nora, pas pour la duchesse de Whitmore. Votre intendant est actuellement en train de cuver une bouteille de gin bon marché au village, répondit sèchement Nora. La pluie transformait l'avoine en bouillie. J'ai autorisé le charpentier du domaine à commencer les réparations immédiatement. J'ai aussi autorisé Miller à déplacer ses vaches laitières dans la dépendance en pierre inférieure jusqu'à ce que le courant d'air soit réparé. Sébastien la dévisagea. Il sentit la vague familière et protectrice de contrôle se resserrer dans sa poitrine. Vous avez autorisé des fonds du domaine et réaffecté l'usage de la propriété sans ma signature. J'ai empêché la perte de 60 livres sterling de fourrage et je me suis assuré que vos locataires puissent payer leur loyer d'hiver, rétorqua Nora. Elle n'éleva pas la voix, mais l'acier qu'elle contenait était indéniable. Vous avez engagé une gardienne pour votre vie, Sébastien. Vous avez acheté une gestionnaire. Si vous souhaitez que je m'assoie dans un salon et que je brode des coussins pendant que votre domaine pourrit à cause d'une mauvaise gestion, vous devrez modifier notre contrat. Elle prit son thé, la soucoupe cliquetant très légèrement contre la tasse. C'était le seul signe que la confrontation lui coûtait quelque chose. Sébastien regarda la boue sur ses bottes. Il pensa à sa mère, une femme qui n'avait jamais mis un pied dehors si l'herbe était humide. Une femme qui avait dépensé la fortune de son père en soie parisienne pendant que les cottages des locataires s'effondraient. Il marcha lentement vers elle. Nora se raidit, le menton levé avec défi, prête à être réprimandée. Il s'arrêta à un pas d'elle. Il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit un lourd trousseau de clés en fer. C'était le passe-partout de Hawthorne Hall et de toutes ses dépendances. Le trousseau que sa mère avait refusé de porter parce qu'il gâchait la ligne de ses jupes. Il les lui tendit. Nora baissa les yeux sur les clés, puis sur son visage, le front plissé. « L'intendant est renvoyé à partir de ce matin, » dit Sébastien, la voix rauque. « Vous engagerez un remplaçant. En attendant, vous avez pleine autorité sur les réparations de la ferme. Ne laissez pas Miller vous surfacturer l'ardoise. Il a l'habitude de gonfler ses chiffres. » Nora hésita. Puis elle tendit la main et prit les clés. Ses doigts nus effleurèrent les siens. Sa peau était glacée. « Vous avez froid, observa-t-il, les mots lui échappant avant que son cerveau ne puisse les censurer. « Je suis debout dans une cour boueuse depuis l'aube, » répondit-elle en glissant le lourd trousseau à sa ceinture. « Je survivrai. Merci pour les clés. Je ne gaspillerai pas votre confiance. Je ne traite pas en confiance, » dit Sébastien, en se retournant vers la table. « Je traite en compétence. Vous en avez fait la preuve. Maintenant, asseyez-vous et mangez. Vous avez l'air complètement épuisé, et je ne veux pas que Lily s'inquiète pour votre santé. » Il s'assit et ouvrit son journal, érigeant son mur de défense de caractère et d'encre. Mais alors qu'il faisait semblant de lire les rapports parlementaires, il écoutait le grattement de sa chaise, le thé qu'elle versait. Il ne lui avait pas donné la permission. Il lui avait donné le pouvoir. Et la terrifiante prise de conscience qui lui parcourait les chines était qu'il aimait la façon dont elle le maniait. Le gel arriva en novembre, peignant les collines du Yorkshire d'un blanc dur et scintillant. Le froid apporta une étrange paix à l'intérieur de Hawthorne Hall. Les feux brûlaient plus haut. Les enfants passaient plus de temps à lire près de l'âtre, et une routine timide s'installa dans la maisonnée, jusqu'à un mardi après-midi où la routine vola en mille éclats. Sébastien revenait à cheval d'un domaine voisin, les sabots de son cheval sonnant comme des coups de marteau sur la route de terre gelée. Il s'engageait dans la longue allée de Hawthorne Hall avec l'intention d'aller directement à son bureau. Puis il leva les yeux. À l'extrémité ouest du manoir se dressaient les vestiges en ruine d'une tour de guet du XIIe siècle. Une flèche de maçonnerie instable en ruine dont Sébastien avait explicitement interdit à quiconque de s'approcher. Accroché aux lierre près du sommet du mur en ruine, à 30 pieds au-dessus du sol gelé, se trouvait Thomas. Le garçon tendait précairement une main, essayant de déloger un cerf-volant coincé. Le cœur de Sébastien s'arrêta tout net. Il cessa de fonctionner. Le monde se réduisit à un point de panique aiguë et aveuglante. Il ne se souvint pas d'être descendu de cheval. Il ne se souvint pas d'avoir sprinté à travers la pelouse gelée. Il ne se souvint que de la terreur violente qui rugissait dans ses oreilles. « Thomas !» Le rugissement sortit de sa gorge, un son féroce qui résonna contre les murs de pierre. Thomas sursauta. Son pied glissa sur la pierre rendue lisse par le gel. Pendant une seconde écœurante,
Le garçon fut suspendu par une seule main, ses jambes battant dans le vide. Sébastien atteignit la base du mur juste au moment où Thomas trouva un appui, reculant en panique. Le garçon glissa sur la pente plus douce des décombres, pour finalement tomber au sol. Il eut à peine le temps de retrouver son équilibre que Sébastien l'attrapa par le col. Sébastien souleva le garçon, le secouant. La colère était aveuglante. Absolue. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quelle était la seule règle de cette propriété? Espèce de garçon stupide et irréfléchi. Je suis désolé, cria Thomas, le visage pâle, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Mon cerf-volant. Le vent l'a emporté. Je me fiche de ton maudit cerf-volant, hurla Sébastien, sa prise se resserrant sur le manteau du garçon. Tu aurais pu te briser le cou. Tu aurais pu. Sébastien, arrête. Nora courait à travers l'herbe, ses jupes relevées, son visage un masque de fureur absolue. Elle ne ralentit pas. Elle percuta l'épaule de Sébastien, se glissant entre lui et le garçon de 10 ans terrifié. Elle poussa fort contre la poitrine de Sébastien, le forçant à relâcher sa prise. « Passez derrière moi, Thomas », ordonna Nora, sa voix vibrant de rage. Elle se tourna pour faire face au duc. Elle respirait fort, une rougeur de colère colorant ses joues. « Comment osez-vous » siffla-t-elle, sa voix assez basse pour que les domestiques qui approchaient ne puissent pas l'entendre. « Comment osez-vous poser les mains sur lui avec colère ?» Il était à 30 pieds en l'air sur de la pierre instable. Rugit Sébastien, la panique attisant toujours sa rage. Il a délibérément désobéi à un ordre direct. Il est imprudent et stupide. Tout comme... Sébastien s'interrompit. Le silence qui suivit fut plus lourd que le cri. Nora le dévisagea. La fureur dans ses yeux se brisa lentement, remplacée par une compréhension aiguë et perçante. Elle vit au-delà de la colère. Elle vit le tremblement de ses mains. Elle vit l'absence totale de couleur sur son visage. Elle se tourna vers Thomas, qui pleurait silencieusement contre sa jupe. « Rentre à l'intérieur, Thomas. Va à la nursery. Nous discuterons plus tard de ta punition pour avoir escaladé la tour. » Le garçon détala, laissant Nora et Sébastien seuls sur la pelouse gelée. Nora ne cria pas. Elle s'approcha de lui. « Votre frère, dit-elle doucement, il est mort en tombant, n'est-ce pas ?» Sébastien tressaillit comme si elle l'avait frappé. Il détourna le regard, fixant vaguement la tour en ruine. C'était une partie de chasse en Écosse, un pari stupide. Il prétendait pouvoir escalader une falaise pour récupérer un faucon. La roche a cédé. Sa voix était totalement dépourvue d'inflexion. Le détachement émotionnel était glaçant. « J'ai dû ramener son corps dans cette maison », continua Sébastien, regardant dans le vide. « J'ai dû regarder ses enfants et savoir que son arrogance les avait laissés orphelins. Je ne regarderai pas ce garçon se briser la colonne vertébrale parce qu'il n'a pas le bon sens de rester au sol. » Nora le regarda. L'homme des registres, l'homme de fer et de glace, vibrait d'un traumatisme non résolu. Il n'était pas un tyran essayant de contrôler un enfant. Il était un survivant essayant d'empêcher l'histoire de se répéter. « Il a 10 ans, Sébastien, » dit Nora, sa voix s'abaissant à une cadence douce et régulière. Les garçons de 10 ans manquent de bon sens. Ils grimpent sur des choses. Ils tombent. C'est la nature des enfants. Je ne peux pas être responsable de sa mort. Vous êtes responsable de sa vie, corrigea Nora. Elle tendit la main. C'était une violation massive de leurs frontières tacites, mais elle le fit quand même. Elle posa sa main nue à plat contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur qui battait violemment. Sébastien se figea au contact. La chaleur de sa paume s'infiltra à travers son manteau de laine. « Vous l'avez terrifié, » dit-elle doucement, maintenant la pression sur sa poitrine, le gardant ancré. Il n'a pas vu un homme essayant de lui sauver la vie. Il a vu un monstre qui le déteste. « Est-ce ce que vous voulez ?» Sébastien la regarda. Ses yeux étaient d'une intelligence féroce, totalement dépourvus de pitié, mais débordant d'une profonde empathie qui le terrifiait plus que la tour. « Je ne sais pas comment faire, Nora, » avoua-t-il, les mots s'arrachant de sa gorge, brut et sanglant. « Je sais comment équilibrer un budget. Je sais comment ruiner un rival au Parlement. Je ne sais pas comment élever un garçon. Vous n'avez pas à le faire seul, dit-elle. C'était le marché. Souvenez-vous, je suis la gardienne. » Elle retira lentement sa main. La perte de son contact laissa un vide froid contre sa poitrine. « Entrez, » dit-elle. « Vous vous assiérez dans la bibliothèque jusqu'à ce que vos mains arrêtent de trembler. Et ensuite,
Vous montrez, et vous vous excuserez de lui avoir crié dessus. Les ducs ne s'excusent pas auprès des garçons de 10 ans. Nora esquissa un petit sourire amusé. Celui-ci le fera, ou je fermerai le cabinet à liqueur à clé. Elle se tourna et retourna vers la maison. Sébastien la regarda partir. Pour la première fois depuis la mort de son frère, le poids écrasant du duché ne lui semblait plus si lourd, parce qu'il ne le portait plus seul. L'hiver ne s'est pas contenté de tomber sur Hawthorne Hall. Il l'a assiégé. Fin décembre, les congères de neige étaient assez hautes pour ensevelir les murs d'enceinte, et le vent des Landes ressemblait à un animal mourant. À l'intérieur, les feux brûlaient sans relâche, mais le froid trouvait toujours son chemin, s'infiltrant sous les portes et à travers les sols en pierre. Il trouva Lily. Cela commença par une respiration rauque au petit déjeuner. Au souper, elle refusait de manger. À minuit, la terrible toux rauque que Nora avait priée pour que l'air de la campagne guérisse revint avec vengeance. Nora était assise dans la chambre assombrie, une bassine d'eau fraîche à ses côtés. Elle trempa un linge, l'essora et le posa doucement sur le front brûlant de sa sœur de 14 ans. Lily gémissait dans son sommeil, sa petite poitrine se soulevant alors qu'elle luttait pour chaque respiration. Les mains de Nora étaient stables, mais son esprit était un champ de bataille de panique. Elle calcula combien de laudanum il restait dans la boîte de l'apothicaire. Elle calcula combien de temps il faudrait à un cavalier pour atteindre le village dans cette neige. Elle calcula les chances que sa sœur survive jusqu'au matin. La porte de la chambre s'ouvrit avec un léger déclic. Nora se raidit, s'attendant à voir Madame Gable avec plus d'eau chaude, mais les pas lourds et mesurés appartenaient à Sébastien. Il était entièrement habillé, bien qu'il soit plus de 2 heures du matin. Il portait un lourd seau en fer rempli de charbon frais et une épaisse couverture de laine drapée sur son épaule. Il ne demanda pas la permission d'entrer. Il se dirigea directement vers la cheminée, ignorant les braises mourantes, et refit le feu avec une efficacité brutale. En quelques instants, les flammes bondirent dans la cheminée, repoussant les ombres dans les coins. Il se leva, épousseta ses mains sur son pantalon et se dirigea vers le lit. Il regarda Lily, son expression indéchiffrable. Puis il regarda Nora. « J'ai envoyé Davis à York », dit Sébastien doucement. Nora cligna des yeux, son cerveau fatigué luttant pour traiter les mots. « York par ce temps. C'est un trajet de 4 heures par temps clair. Davis monte mon meilleur cheval de chasse. Il ira chercher le docteur Linus. C'est le meilleur pneumologue du Nord. Je l'ai envoyé avec un sac d'or et des instructions strictes de ne pas revenir sans lui. » Nora le dévisagea. Elle avait passé toute sa vie à mendier de l'aide, à écrire des lettres humiliantes à des parents éloignés, à supplier des créanciers pour une semaine de plus. Jamais, pas une seule fois, quelqu'un n'était intervenu pour simplement régler un problème. « Cela coûtera une fortune », murmura Nora, la pauvreté enracinée de son passé, parlant avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Sébastien tira une chaise de l'autre côté du lit. Il s'assit, croisa ses longues jambes et drapa la couverture de laine supplémentaire sur ses genoux. « Vous êtes la duchesse de Whitmore », dit Sébastien doucement. « Les comtes des Whitmore ne sourcillent pas au cou d'un médecin. N'y pensez plus. Elle n'est pas de votre sang, Sébastien. Vous n'avez aucune obligation. Elle est ma famille par la loi, et elle est sous mon toit, » l'interrompit-il, sa voix s'abaissant à un registre bas et ferme. « Et vous êtes épuisé. Allez dormir, Nora. Je ne peux pas dormir pendant qu'elle est comme ça. Vous n'êtes pas médecin. Votre épuisement ne la guérira pas. Asseyez-vous dans le fauteuil. Fermez les yeux. Je la surveillerai. » Nora voulait argumenter. Elle avait l'habitude d'être la seule sentinelle, la seule à se tenir entre Lily et l'abîme. Mais en regardant Sébastien de l'autre côté du lit, assis là comme une gargouille de pierre chargée de garder une cathédrale, elle réalisa qu'il n'allait pas partir. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil. Elle n'avait pas l'intention de dormir. Elle voulait juste reposer ses yeux un instant. Quand elle se réveilla, la pièce était baignée de la lumière grise et tamisée d'une aube chargée de neige. Le feu rugissait toujours. La respiration de Lily s'était stabilisée. Le râle terrifiant dans sa poitrine s'était calmé en une congestion humide et gérable. Elle était dans un sommeil profond et paisible. Nora bougea, réalisant qu'un poids lourd et inhabituel pesait sur ses épaules. Elle baissa les yeux. L'épaisse couverture de laine de Sébastien était méticuleusement bordée autour d'elle. Elle regarda de l'autre côté du lit. Sébastien était toujours assis dans le fauteuil.
Il n'avait pas dormi. Sa cravate était jetée, son col déboutonné et des ombres sombres marquaient la peau sous ses yeux. Il lisait un petit volume de poésie relié en cuir, éclairé par la lumière du feu. Il leva les yeux quand elle bougea. Il ferma le livre en silence. « Sa fièvre est tombée il y a 1 heure, dit-il. Sa voix un murmure rauque. Davis devrait arriver avec le médecin d'ici midi. Nora serra la couverture plus fort autour d'elle. Elle sentait le cèdre et la neige. Elle sentait son odeur. Vous êtes resté éveillé toute la nuit. J'ai une grande tolérance à l'ennui. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Nora le regarda. L'homme qui s'était assis en face d'elle dans un bureau poussiéreux de Londres et avait exigé une transaction froide et sans amour avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait sacrifié son sommeil, risqué son cheval de prix et dépensé sa fortune pour protéger une enfant qu'il connaissait à peine. « Pourquoi avez-vous fait ça, Sébastien » demanda-t-elle doucement. Il ne la regarda pas. Il fixa le feu. « Parce que je sais ce que c'est que de s'asseoir près d'un lit et de regarder quelqu'un que l'on aime s'éteindre. Je connais l'impuissance totale que cela représente. Je ne voulais pas que vous ressentiez cela dans ma maison. » L'aveu flotta dans l'air chaud et silencieux. C'était la chose la plus honnête qu'il lui ait jamais dite. Il se leva lentement, ses articulations craquant après des heures passées sur la chaise. Il contourna le pied du lit et s'arrêta à côté de son fauteuil. Il tendit la main. Il ne toucha pas son visage. Il ne lui offrit pas une étreinte dramatique. Il posa simplement sa main sur la sienne, là où elle reposait sur l'accoudoir. Ses longs doigts s'enroulèrent autour des siens, chauds et solides. C'était un point d'ancrage. « Allez vous reposer dans votre propre lit, Nora, » murmura-t-il. « Je prends la garde. » Pour la première fois depuis des années, Nora ferma les yeux et elle laissa quelqu'un d'autre porter le fardeau. Le printemps n'arriva pas à Hawthorne Hall avec une douce persuasion. Il vint comme un dégel violent. La neige se transforma en une boue épaisse et tenace qui avalait les roues des voitures et les bottes avec le même enthousiasme. Les collines sombres se métamorphosèrent en un vert vibrant et agressif. La glace à l'intérieur du manoir fondait aussi. C'était dans les petites choses. La façon dont Sébastien ne tressaillait plus quand Alice passait en courant devant la porte de son bureau. La façon dont Thomas demandait maintenant à son oncle d'inspecter ses traductions latines, se tenant parfaitement droit, terrifié, mais cherchant l'approbation. Et Sébastien, à sa propre grande surprise, posait sa plume, examinait l'écriture maladroite et offrait un compliment bref et spécifique. Nora observait tout cela avec la satisfaction tranquille d'un général regardant une campagne réussie se dérouler. Mais elle perdait la guerre sur un autre front. Elle tombait amoureuse de son mari. C'était un développement totalement impraticable. Elle avait signé un contrat pour sa survie. Elle n'avait pas prévu la douleur creuse dans sa poitrine quand il partait à cheval pour la journée, ou l'hyperconscience qui picotait sa peau quand il entrait dans une pièce. Il restait un homme de peu de mots, mais ses actions étaient une marée incessante de compétences et de soins. Il avait sauvé sa sœur. Il avait reconstruit le domaine. Il lui avait donné du pouvoir et n'avait jamais essayé de le reprendre. Elle essaya de réprimer ce sentiment. Elle s'enterra dans les comptes de la maison, passant des heures à débattre du prix du mouton avec le boucher et à vérifier les rapports du nouvel intendant. Elle garda ses conversations avec Sébastien concentrées sur les rendements des cultures et les réparations de toitures. Puis Lord Harrington arriva. C'était un homme fait de chair molle et de richesses héritées, sentant fortement l'eau de Cologne chère et le gin bon marché. Il avait été un proche associé du défunt frère de Sébastien, et il détenait une part importante de la dette restante, que Sébastien apurait encore systématiquement. Il arriva sans prévenir un mardi, sa voiture dorée transformant l'allée en une tranchée boueuse. Sébastien le reçut dans le grand salon. Nora, convoquée par une Madame Gable affolée, entra 10 minutes plus tard. « Ah » dit Lord Harrington, sans se lever de son fauteuil près du feu. Il toisa Nora de haut en bas avec le regard paresseux et calculateur d'un homme habitué à acheter tout ce qu'il voulait. La fameuse duchesse. « Je dois dire, Whitmore, quand j'ai entendu que vous aviez épousé la fille Caldwell, j'ai cru à une blague morbide. Son père est mort en me devant 300 livres. Je suppose que vous avez réglé cette petite note quand vous l'avez achetée. » La température de la pièce chuta instantanément de 10 degrés. Nora se figea près de la porte. Elle avait passé des années à endurer les sarcasmes des créanciers, mais l'entendre ici, dans la maison qu'elle avait saignée pour construire, fut comme un coup physique.
Elle regarda Sébastien. Sébastien était assis, parfaitement immobile. Il tenait un verre de brandy. Il ne serra pas sa prise. Il ne cria pas. Il regarda simplement Harrington. Le silence s'étira, fin et tranchant comme un rasoir. « Vous êtes assis dans ma maison, Harrington, » dit Sébastien. Sa voix était très basse. Elle ne résonnait pas. Elle occupait simplement la pièce, lourde et absolue. Harrington glausa nerveusement, s'agitant dans son fauteuil. « Allons, Whitmore. Nous sommes des hommes du monde. Une transaction est une transaction. Je voulais simplement dire, je sais précisément ce que vous vouliez dire, » l'interrompit Sébastien. Il posa le verre de brandy sur la table d'appoint. Le léger clic du cristal contre le bois sonna comme un marteau frappant une enclume. Sébastien se leva. Il était plus grand que Harrington, plus large d'épaules, et il lui manquait la douce isolation de la vie londonienne. Il traversa lentement le tapis perçant, jusqu'à se tenir directement au-dessus du vieil homme. « Vous détenez actuellement 2000 livres de la dette de Hawthorne, » dit Sébastien, sa voix totalement dépourvue d'inflexion. « J'ai un chèque de la Banque d'Angleterre dans mon bureau pour le montant total. J'avais l'intention de vous le donner le mois prochain. Je vais vous le donner maintenant. » Harrington cligna des yeux, son sourire arrogant vacillant. « Il n'y a pas besoin de se presser, Sébastien. Nous avons un arrangement. L'intérêt est assez lucratif pour moi. »« L'arrangement est terminé, » dit Sébastien. « Vous prendrez votre argent. Vous sortirez de ma maison. Et si jamais vous parlez de ma femme avec autre chose qu'une révérence absolue et sans phare, j'utiliserai mon capital restant pour acheter chaque billet à ordre, hypothèque et dette de jeu que vous possédez. Je vous dépouillerai de votre maison de ville à Londres, de votre domaine de campagne et de la voiture dans laquelle vous êtes venu. Je vous laisserai mendier des pièces de cuivre à Covent Garden. » Sébastien se pencha, posant ses deux mains sur les bras du fauteuil de Harrington, piégeant l'homme. « Me comprenez-vous, George ?» Harrington avait pris la couleur d'un vieux parchemin. Il hocha la tête d'un mouvement saccadé et paniqué. « Excellent, » dit Sébastien. Il se redressa, boutonnant son manteau. « Davis apportera le chèque à votre voiture. Ne laissez pas la boue retarder votre départ. » Sébastien tourna le dos à Harrington et traversa la pièce pour rejoindre Nora. Il lui offrit son bras. « Venez, ma chère, » dit Sébastien doucement. « Je crois qu'il est temps de déjeuner. Je ne voudrais pas que la soupe refroidisse. » Nora posa sa main tremblante sur son bras. Il la conduisit hors du salon, laissant Harrington se démener pour sortir de son fauteuil comme un rat effrayé. Ils marchèrent en silence, le long du grand couloir vers la salle à manger. Le cœur de Nora battait si violemment contre ses côtes qu'elle était certaine que Sébastien pouvait le sentir à travers sa manche. Il n'avait pas défendu sa propriété. Il l'avait défendue, elle. Quand ils atteignirent les portes de la salle à manger, Sébastien s'arrêta. Il la regarda. Le masque froid et terrifiant qu'il avait porté pour Harrington avait disparu. Ses yeux gris ardoise scrutaient son visage, cherchant des fractures. « Êtes-vous indemne ?» demanda-t-il doucement. « Je vais bien », réussit à dire Nora. « Mais vous venez de liquider une part massive des réserves de trésorerie du domaine simplement pour le jeter dehors. C'était totalement impraticable. Harrington est un parasite, » répondit Sébastien. « Je tolère les parasites dans mes registres. Je ne les tolère pas dans ma maison, et je ne tolère certainement pas qu'ils insultent ma femme. » Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa peau une fraction de seconde. C'était un contact fugace, mais il brûla comme une marque. « Vous êtes la duchesse de Whitmore, » dit Sébastien, sa voix s'abaissant à un murmure rauque. « Personne ne vous parle comme ça. Jamais. Comprenez-vous » Nora leva les yeux vers lui. Elle vit la sincérité absolue dans ses yeux, l'instinct protecteur féroce qu'il ne pouvait plus cacher derrière des contrats et des registres. Elle réalisa à ce moment-là que le marché froid qu'ils avaient conclu à Londres était parti en fumée, et elle était terrifiée par ce qui allait naître de ses cendres. Pendant 3 jours après le départ de Harrington, Nora évita son mari. C'était une tactique lâche, et elle le savait. Mais l'instinct de survie l'exigeait. Elle se levait avant l'aube, prenait ses repas dans la nursery avec Thomas et Alice, et passait ses soirées recluses dans la chambre de Lily, lisant à voix haute jusqu'à en avoir la gorge sèche. Elle essayait de reconstruire les murs. Elle avait besoin de la distance émotionnelle. Si elle se permettait de croire que la défense de Sébastien signifiait quelque chose de plus, si elle se permettait d'espérer un vrai mariage,
Elle serait détruite quand il se retirerait finalement derrière ses registres. C'était un homme qui avait besoin d'ordre. Les émotions étaient le chaos. Elle ne soumettrait ni l'un ni l'autre au désordre d'un amour non partagé. La 4e nuit, les murs tombèrent. Il était plus de minuit. Le manoir était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge de parquet dans le hall principal. Nora était assise au bureau de la bibliothèque, éclairée par une seule bougie, recopiant agressivement une nouvelle recette de vin de sureau. Elle ne lisait pas les mots. Elle poussait juste la plume pour empêcher ses mains de trembler. La lourde porte en chêne grinça en s'ouvrant. Nora ne leva pas les yeux. Elle reconnut instantanément les pas réguliers et délibérés. Sébastien traversa la pièce et s'arrêta de l'autre côté du bureau. Il ne parla pas. Il plongea simplement la main dans la poche de son manteau et en sortit un épais morceau de parchemin plié. Il le laissa tomber sur sa recette de vin de sureau. Nora reconnut le lourd seau de cire rouge du bureau de M. Penhaligon. C'était leur contrat de mariage. Elle leva les yeux vers lui, la poitrine serrée. « Y a-t-il une divergence dans les termes, votre grâce ?» demanda-t-elle, forçant sa voix à rester complètement détachée. Sébastien la dévisagea. Il avait l'air épuisé. La cravate impeccable avait disparu. Son col était ouvert. Ses cheveux sombres ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains une douzaine de fois. « Oui !» dit Sébastien. « Il y a une énorme divergence. » L'estomac de Nora se noua. « Il sait, pensa-t-elle. Il sait que je me suis attaché. Il va renforcer les limites. J'ai rempli mes obligations, dit Nora sèchement, une fierté défensive s'enflammant. Les dettes sont payées. Les enfants sont gérés. Lily va bien. Je ne vous ai rien demandé au-delà de ce qui avait été convenu. C'est exactement le problème, répondit Sébastien. Il se pencha en avant, posant ses 2 mains sur le bord du bureau. Vous ne demandez rien. Vous gérez tout. Vous protégez les enfants de ma colère. Vous protégez le domaine de la ruine. Vous vous êtes tenu devant une tour de pierre qui s'effondrait pour protéger un garçon qui n'est pas le vôtre. Vous avez complètement démantelé toutes les barrières que j'avais construites. Je fais mon travail. Ce n'est pas un travail, Nora. La voix de Sébastien claqua comme un fouet dans la pièce silencieuse. Ce n'était pas de la colère, c'était du désespoir. Il contourna le bureau. Nora recula sa chaise, avec l'intention de se lever pour maintenir un semblant de contrôle, mais il fut trop rapide. Il s'arrêta juste devant elle, réduisant la distance jusqu'à ce qu'elle doive incliner la tête en arrière pour le regarder. « J'ai acheté une gardienne, » dit Sébastien, sa voix s'abaissant à un murmure rauque et dur. « J'ai acheté une gestionnaire pragmatique et sans émotion, parce que je me croyais vide. Je croyais que la mort de mon frère et ce titre maudit avaient vidé toute l'humanité que je possédais. Je voulais un marché froid, parce que je pensais que le froid était le seul endroit où je pouvais survivre. » Il baissa les yeux sur le parchemin sur le bureau. « J'étais un imbécile, dit-il. Vous avez apporté le feu dans cette maison. Vous avez ramené le rire dans ces couloirs. Vous avez apporté la vie. » Il la regarda de nouveau, ses yeux gris ardoise grands ouverts et totalement sans défense. « Vous m'avez donné une famille, Nora, dit Sébastien, les mots s'arrachant de lui. Et vous m'avez donné la prise de conscience angoissante que je ne veux plus être seul. Je ne veux pas d'une gestionnaire. Je ne veux pas d'un contrat. » Nora le dévisagea, le souffle coupé. L'armure soigneusement construite qu'elle avait portée pendant des années se fissurait sous le poids de son honnêteté. « Sébastien, murmura-t-elle, la voix tremblante, ne dites pas ces choses à moins de les penser. Je peux survivre à la pauvreté. Je peux survivre à un mariage sans amour. Je ne peux pas survivre si vous m'offrez une vraie vie pour ensuite me la reprendre quand elle devient gênante. » Sébastien tendit la main. Il n'hésita pas. Il prit son visage entre ses 2 mains. Ses paumes étaient chaudes, ses pouces caressant doucement la ligne de ses pommettes. « J'ai passé toute ma vie à atténuer les risques, » dit Sébastien avec ferveur. « J'équilibre les registres, je calcule les probabilités. Vous aimer est la chose la plus terrifiante, irrationnelle et absolue que j'ai jamais faite. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il y a seulement le fait que lorsque je vous regarde, je réalise que je meurs de faim depuis une décennie, et vous êtes la seule chose qui me donne envie de vivre. » Il laissa la vérité de ses paroles flotter dans l'air entre eux. Il n'exigea pas de réponse. Il s'offrit simplement, dépouillé de son titre, de sa richesse et de ses murs. Nora le regarda dans les yeux et vit le garçon qui avait perdu son frère, l'homme qui avait porté un fardeau impossible.
et le mari qui était resté éveillé toute la nuit pour regarder sa sœur respirer. Elle leva les mains et attrapa ses poignets. Elle ne le repoussa pas. Elle le tira plus près. Sébastien l'embrassa. Il n'y eut aucune hésitation, aucune retenue aristocratique polie. C'était une collision. C'était une revendication désespérée et affamée de la chaleur dont ils avaient tous deux été privés si longtemps. Les bras de Sébastien s'enroulèrent fermement autour de sa taille, la tirant contre sa poitrine, la tenant comme s'il craignait que la terre ne s'ouvre soudainement pour l'engloutir. Les mains de Nora s'emmêlèrent dans ses cheveux sombres, lui rendant son baiser avec une chaleur féroce et réciproque. Le baiser avait le goût de l'encre et du brandy, et de la vérité absolue et inflexible de ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. Sébastien posa son front contre le sien, les yeux fermés, ses mains agrippant toujours sa taille. Nora passa ses bras autour de lui, sa main balayant aveuglément le bureau jusqu'à ce que ses doigts trouvent le lourd parchemin de leur contrat de mariage. Sans rompre le contact avec lui, sans détourner le regard de son visage, elle approcha le parchemin de la flamme de la bougie. Le papier sec prit instantanément. La flamme jaillit, jaune vif, dévorant l'écriture juridique méticuleuse, brûlant les clauses froides et les limites rigides. Elle laissa tomber la masse brûlante dans l'âtre vide de la cheminée, regardant les cendres se recroqueviller et noircir. « Le contrat est nul », murmura Nora contre sa bouche. Sébastien ouvrit les yeux. Il sourit. C'était une expression lente, dévastatrice et sincère qui transforma complètement ses traits durs. « Bien », murmura-t-il avant de se pencher pour l'embrasser à nouveau. « J'ai toujours détesté ce notaire. De toute façon, l'été à Hawthorne Hall n'était pas seulement une saison. C'était un triomphe absolu. Les lourds rideaux de velours du grand salon avaient été bannis en permanence, remplacés par de la mousseline légère qui flottait dans la brise chaude. Les portes d'entrée étaient grandes ouvertes, invitant l'odeur des roses en fleurs et de l'herbe fraîchement coupée dans les couloirs autrefois stériles. Sébastien se tenait sur la terrasse en pierre surplombant la pelouse sud, les mains jointes lâchement derrière le dos. Il ne portait pas de manteau. Ses manches étaient retroussées jusqu'aux coudes, exposant des avant-bras brunis par le soleil. Il avait l'air détendu. Il ressemblait à un homme qui était enfin bien dans sa peau. En bas, sur l'herbe, une partie de croquet chaotique était en cours. Thomas expliquait agressivement à Alice l'angle correct du maillet, maniant le sien comme une épée large. Alice, l'ignorant complètement, essayait d'utiliser son maillet comme une béquille pour sa poupée de chiffon abîmée. Assise sur une couverture à l'ombre d'un chêne massif, se trouvait Lily. Ses joues étaient roses de santé, sa respiration profonde et régulière. Elle lisait à voix haute un volume de Shakespeare, complètement imperturbable face aux cris des plus jeunes enfants. Et montant la légère pente vers la terrasse, se trouvait Nora. Elle portait une simple robe de mousseline bleu clair. Elle avait abandonné son chapeau, et ses cheveux étaient relevés lâchement, plusieurs mèches s'échappant pour attraper la lumière du soleil. Elle tenait un panier de lavande fraîchement coupé, les brins violets vibrant contre le tissu pâle de sa jupe. Sébastien la regarda approcher, sentant la chaleur familière et rassurante s'étendre dans sa poitrine. Cela ne manquait jamais de le surprendre, la joie pure et simple de savoir qu'elle était là. Elle monta les marches de pierre de la terrasse et s'arrêta à côté de lui. Elle lui donna un petit coup d'épaule, un geste désinvolte et intime qui faisait encore bondir son pouls. Thomas essaye de soudoyer le fils du jardinier pour qu'il déplace son arceau, nota Nora, regardant la pelouse. « Je crois que nous devrons intervenir avant qu'une altercation physique n'éclate. Laisse-le essayer, » répondit Sébastien, ses lèvres s'étirant en un sourire. Le fils du jardinier est plus grand d'une tête et possède un bien meilleur crochet du droit. Thomas a besoin d'une leçon d'humilité. Cela forgera son caractère. Nora rit. C'était un son clair et sincère qui appartenait entièrement à l'air estival. Vous êtes bien trop impitoyable avec lui. Je m'assure qu'il survive pour hériter, contre Sébastien doucement. Il défit ses mains et passa son bras autour de sa taille, la tirant contre lui. De plus, s'il est mis hors de combat par un néant sang, j'aurai peut-être 5 minutes seul avec ma femme. Nora appuya sa tête contre son épaule, l'odeur de lavande et de peau chauffée par le soleil les enveloppant. « L'intendant a apporté les registres trimestriels ce matin, » dit Nora,
sa voix s'abaissant à un murmure confortable et conversationnel. Les réparations de la ferme ont coûté moins cher que prévu, et les cottages des locataires dans la vallée inférieure ont enfin été rechômés. « Excellent travail, Duchesse », murmura Sébastien, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Je ne fais que rapporter les faits, votre grâce. »« Le fait est, » dit Sébastien, se tournant légèrement pour la regarder dans les yeux, « que ce domaine et tous ceux qui s'y trouvent pourrissaient lentement avant votre arrivée. Vous nous avez sauvés, Nora. » Nora leva les yeux vers lui. Elle vit l'homme qu'elle avait rencontré dans le bureau poussiéreux de Londres, l'homme aux angles vifs et au marché froid. Mais le vide dans ses yeux avait disparu. Le coffre-fort avait été ouvert, et ce qui restait était un amour féroce, protecteur et profondément profond. Elle leva la main et traça la ligne de sa mâchoire. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Sébastien. J'avais besoin d'un toit. Vous aviez besoin de fondations. Nous avons simplement construit une maison au milieu. » Un cri fort et triomphant résonna depuis la pelouse. Thomas avait apparemment réussi à envoyer la balle en bois d'Alice directement dans les rosiers. Alice se mit immédiatement à pleurer, et Lily laissa tomber son livre avec un soupir, se levant péniblement pour jouer les médiatrices. Sébastien regarda le chaos se dérouler. Il sentit le poids du duché, la responsabilité du titre et les fantômes de son passé. Mais il ne l'écrasait plus. Il n'était que des pierres dans les fondations de la vie qu'il menait. Il regarda de nouveau sa femme. Elle souriait, se préparant déjà à descendre de la terrasse pour régler le problème des enfants. Sébastien attrapa sa main, l'arrêtant juste un instant. Il porta ses doigts à ses lèvres et les embrassa. Une promesse silencieuse et délibérée. « Laisse-les se battre encore une minute, » dit Sébastien doucement. « Reste avec moi. » Nora sourit, ses yeux se plissant au coin. Elle retourna dans le cercle de ses bras. « Je ne vais nulle part, Sébastien. J'ai signé un contrat. Vous vous souvenez? Je suis ici pour de bon. » Il la serra contre lui, l'enveloppant de ses deux bras, tenant son monde contre sa poitrine, alors que le soleil d'été frappait les murs de pierre de Hawthorne Hall. Ils avaient commencé par un marché. Ils avaient fini avec tout. C'est ainsi que se termine l'histoire de Sébastien et Nora. D'un contrat froid et calculateur à un amour féroce, protecteur et profondément humain, ils ont prouvé que parfois, les personnes les plus brisées construisent les familles les plus solides. Si vous avez aimé cette romance historique réaliste et à combustion lente, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie un héros qui agit au lieu de simplement parler. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel a été votre moment préféré. Était-ce le sauvetage de la tour ou la fin enflammée du contrat? Activez la cloche pour plus d'histoires originales.